Aujourd'hui, on s'offre une FAQ sur la fiscalité. Salut les curieux d'en apprendre toujours plus sur l'art de l'investissement actif. J'espère que vous allez bien. Je suis bien heureux d'être ici aujourd'hui pour la fameuse reprise qu'on vous avait annoncée avec pour sujet la fiscalité pour l'investisseur actif. Vincent s'était engagé à venir nous revisiter. On a créé l'opportunité et l'occasion. Donc aujourd'hui, mon introduction va être quand même plus courte parce qu'on a quand même plusieurs questions à couvrir. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a ramassé, dans le fond, un sondage. On a ramassé des questions des membres du groupe Day Trading Québec sur Facebook. Et moi, ce que je vais faire, c'est que, tu sais, je vais être l'animateur, je vais lire les questions, puis on a notre spécialiste qui va y répondre comme la dernière fois. Et comme introduction, je vais y aller juste avec la bonne vieille idée là, qu'on entend qu'il y a deux fatalités inévitables dans la vie. La première, c'est la mort. La deuxième, c'est les impôts. Donc, dans les deux cas, on peut quand même avoir une certaine influence. Donc, autrement dit, pour retarder la mort, on peut entretenir des saines habitudes de vie, puis peut-être se rendre jusque-là le plus en santé possible. Pour la deuxième, ce qu'on peut faire, on peut développer notre savoir, puis mettre en place des stratégies pour en diminuer l'impact. Fait que ça va avoir aussi une influence sur notre qualité de vie lors de notre retraite. Donc, peut-être que ça va contribuer aussi à retarder notre mort et à être plus en santé lorsque ça va arriver. Donc, les deux, c'est inévitable. On doit vivre avec. Et c'était ma petite introduction. Et là, je passe directement avec mes deux complices adorés. Premièrement, mon cher ami François. Comment te portes-tu, mon ami? Ça va super bien. Je suis content d'être présent à tous les podcasts et celui-ci particulièrement. Je fais pas très attention à ma vie. Placement de produits, Pepsi. Mais côté impôt, je fais un peu plus attention. Puis j'aime ça quand je discute avec Vincent, tout le temps des bons petits trucs là, pour économiser au bout de la ligne qui nous en reste le plus. Parce que le temps, c'est de l'argent. Puis on n'est jamais trop riche. Là, si on peut économiser 50 $ ici puis là, au bout de la ligne, ça fait un beau pactole. Puis on a Vincent Fiscalis, donc spécial, notre collaborateur spécial, très, cherche le mot, très précieux. Précieux, instruit, apprécié, tout et tout. Non, mais on a la chance de l'avoir collabore avec nous, là, parce qu'avoir un fiscaliste, on s'entend de nos jours, c'est quand même assez coûteux, puis il n'y en a pas beaucoup quand même au Québec qui sont spécialisés un peu comme Vincent l'est. Donc, j'apprécie beaucoup sa présence. Oui, puis moi aussi. Puis, donc, François nous l'a introduit. Comment ça va, Vincent? Ça va bien. La grosse période pour nous, les fiscalistes, nous, c'est plutôt le mois de février. Là, les comptables, c'est beaucoup les impôts en avril. Ça va super bien aussi. Les investissements vont très bien. Le marché se porte beaucoup mieux que l'année dernière quand on a fait nos podcasts. Oui. Aussi, la fiscalité, ça évolue. Il y a des sujets qui sont incontournables, qui reviennent dans toutes les années. Puis cette année, c'est le fun. La Cour de l'impôt nous a donné des réponses. Ça fait qu'on va avoir le sujet, notamment là, sur le revenu d'entreprise versus le gain capital, qui est notre question principale tout le temps, à chaque fois. On va pouvoir y répondre. Ça fait que oui, ça me fait plaisir d'être de retour cette année. Puis des bonnes et des mauvaises nouvelles pour nous cette année. Donc, la zone grise foncée, là, question transigée, c'est rendu... Ça s'améliore, c'est plus rendu gris foncé, là. Ça commence à être gris pâle. C'est correct, c'est correct. Tranquillement, peut-être l'année prochaine, on va avoir des réponses un peu plus précises. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu crois, Vincent, que l'intérêt envers la bourse s'est accru énormément dans les dernières années? Est-ce que tu crois que ça fait en sorte que là, ils n'ont pas le choix de mieux définir les règles? C'est comme tout, en fait, le gouvernement va toujours fonctionner par programme, par mission. Les flips, là, les flips, c'est rendu très populaire. Mais si ça date pas d'hier, là, si on recule en 2015, il y en avait déjà qui faisaient des flips. Puis, à ce moment-là, ils ont établi leur position, comme quoi que si tu fais des flips récurrents, tu ne peux pas avoir droit à l'exemption pour résidence principale, puis c'est du revenu d'entreprise. Dans le trading, puis je dirais tout ce qui est le monde financier, avec la popularité, veut pas, ils n'ont pas le choix de s'ajuster et d'arriver avec des positions plus claires. Puis tu as raison, c'est sûr que, puis même,
j'ai remarqué les questions qu'on a cette fois-ci, si on commence à parler plus de crypto-monnaie, ben, eux aussi commencent à en parler plus parce que ben, c'est de plus en plus présent et ben, il faut s'adapter au bout du jour. Mais oui, c'est pour ça que je ne suis pas étonné que cette année, on a eu de la jurisprudence vraiment pertinente par rapport au CELI. On peut voir des questions, là, mais oui, l'ARC, la popularité engendre que tu te fais regarder. Oui, puis ils ont de l'argent à aller chercher. C'est sûr qu'il faut qu'ils s'attardent à ça et que ça soit mieux défini. Là. Donc, ça va être super intéressant, dans le fond, de découvrir tout ça. Là, c'est ça. On a quand même une série, là, quelque chose comme 16-17 questions qui sont sorties. Je vais les lire. Je vais nommer le prénom de la personne qui l'a posé quand je le lis. Là. Des fois, je ne l'ai pas tout le temps. Mais dans le fond, il y a des questions qui font quand même le lien entre le podcast de l'année passée. Donc, c'est sûr que tu vas pouvoir recommenter et peut-être donner certaines précisions, mais je vais quand même mettre les liens des autres épisodes de podcast dans la description de celui-ci. Donc, pour les gens qui veulent aller vraiment plus à fond, parce que je pense qu'on avait fait comme 4 épisodes. C'est quand même une grosse série et beaucoup d'informations. Puis même, moi, je vais vous le dire, je les ai réécoutés dans le dernier mois là, en sachant qu'on allait faire cet épisode-là. Puis, il y a des choses qui m'ont repopé. Donc, des petites subtilités que des fois, on sait, mais qu'on ne sait pas qu'on les sait ou on les oublie. Donc, je pense que ça fait toujours du bien de rafraîchir ça. On pourrait se dire qu'une fois par année, en tout cas dans mon cas, je vais essayer de faire un gros rafraîchissement de ça. Ça vous va? On passe ça, on y va dans les questions? Oui. Merveilleux. Donc, la première, que je n'ai pas le nom. Donc, comment fonctionne l'impôt si on fait du day trading ou du swing trading en ce qui concerne le trading dans les REER CELI? Ça, on avait parlé, mais on peut... Ça, c'est la question de l'heure pour les traders investisseurs. Bon, mais c'est qu'est-ce que je vais faire là? Je vais vous parler d'une jurisprudence qui est une personne qui, en fait, demeure en OBC. Qui, lui, il a réussi en 2011. On se souvient que le CELI a été mis en place en 2009. Donc, lui, il a réussi, là, à 2009-2008, il a réussi à augmenter ses contributions qui étaient à l'époque marginales. On parle de 15 000 environ qu'il a dû mettre dans son CELI. En 2-3 ans, il a réussi à transformer ça en 450 000 là, de mémoire dans son CELI. Donc, ça a été quand même très prolifique comme trading. Sûrement qu'il suivait le club des initiés. Je sais pas, je pense peut-être qu'à ce moment-là, ça n'existait pas, mais du moins, l'ARC a dit, ça ne fonctionne pas, ton revenu est imposable dans ton CELI. Et la jurisprudence qui est en anglais, malheureusement, mais je vais la donner à Anthony, puis on la mettra sur le groupe. Si les gens veulent lire vraiment, qu'est-ce que le juge a dit, c'est que la personne qui faisait ça, toute sa vie était orientée vers le trading. Vous comprenez? C'est que lui, il en mangeait. C'est comme François, un petit peu, là, il était sur des groupes de trading. Il mangeait du trading 12 heures par jour. Là. C'était sa seule activité financière dans sa vie, c'était faire du trading. Donc, dans ce cas-là, le juge a dit, la fiducie, un CELI, c'est une fiducie en termes fiscaux, on ne peut pas reconnaître son existence puisque la personne faisait ça dans l'optique vraiment de gagner sa vie à 100% avec son CELI. Fait que, bien entendu, le revenu est imposable sous forme de revenu d'entreprise. L'avantage, c'est que le contribuable a pu déduire toutes les dépenses. Puis, il a eu droit à ses pertes, tout ça. Mais là, c'est parce que dernièrement, il y a eu la question dans le groupe. Puis, notamment, là, les gens ne comprenaient pas quand je disais que la première transaction est considérée comme du revenu d'entreprise. Ça veut dire que tu ne peux pas te dire, j'ai fait de l'argent durant 3-4 ans comme gain en capital. Puis cette journée-là, on vient dire c'est du revenu d'entreprise dans mon CELI. Alors, c'est la totalité du montant investi, puis toute la somme qu'il y a dedans va être considérée comme du revenu d'entreprise à partir du premier investissement. Fait que, c'est lourd de conséquences au point que le CELI, s'il vous plaît, on peut-tu clore le sujet, puis on ne fait pas de trading, de day trading. Bon, le swing trading, parce que dans la question, je reviens là, c'est le day trading, swing trading. Le swing trading, François va être d'accord, c'est complètement différent. On n'est pas là de façon journalière. Moi, mes swings, je dirais,
Mes plus courts vont être quand même là, de quelques jours. Et souvent, ils vont être de quelques semaines. Et j'en ai que c'est quelques mois. Puis, c'est pas mon revenu principal de faire du swing trading. Je veux dire, je suis fiscaliste, j'ai un bon revenu comme fiscaliste. Mon temps, je travaille, mettons, actuellement, c'est du 10 heures par jour en moyenne, mettons 9 heures au moins. Je ne trade pas autant. Donc, vous comprenez que le temps consacré versus les revenus qui sont générés, c'est vraiment la fiscalité. Fait que dans le jugement, là, c'est ça que le juge dit, il faut prendre l'ensemble des données du contribuable pour voir si c'est du revenu d'entreprise. Je crois, juste faire une parenthèse, tu as amené un très bon point. Tu parles que toi, tu es fiscaliste, puis tu fais du swing trading de quelques jours à quelques semaines. Je parle, puis tu dis, c'est pas ton revenu, même si tu peux faire beaucoup d'argent avec ça, c'est pas ton revenu principal. Je pense que ça, c'est la clé, dans le sens que, exemple, moi, c'est mon métier temps plein, j'ai aucun autre emploi. Même si je fais un swing par semaine, je crois que je peux être flagué beaucoup plus vite que toi. Quelqu'un qui, à la limite, là, même quelqu'un qui fait, on va dire, 3 swings par semaine, ça peut sembler beaucoup, puis encore là, c'est juste mon opinion, là. Quelqu'un qui fait 3 swings par semaine, mais c'est un journalier, exemple, dans une usine, je pense pas qu'il est à risque, là. C'est vraiment, il y a plein de conditions, comme tu expliques, mais c'est vraiment l'emploi de la personne, puis c'est quoi l'intention? Notre intention, c'est sûr, c'est de faire de l'argent, là, mais si ton intention, c'est vraiment d'en tirer un revenu principal, mais c'est là, je pense que c'est là que ça penche dans la balance. C'est sûr. Puis dans la jurisprudence, c'est ça qui est dit, c'est que si ta vie est toute orientée vers ça, c'est ça qui te permet de payer tes besoins de subsistance, ben c'est clair que c'est pas admissible dans le CELI que c'est un revenu d'entreprise. Tu ne peux pas avoir le gain capital. Le juge est quand même très clair, puis ça n'a pas été en appel. Là. Le contribuable a accepté la décision. Pour moi, le CELI, c'est rendu clair pour le day trading, puis même dans cette situation-là, le swing trading pour un trader professionnel devient contaminant. Puis qu'est-ce que tu penses du REER? Tu sais, CELI, je comprends, mais tu sais, REER, ultimement, la personne au bout de la ligne, quand il va retirer son argent, va payer de l'impôt. Là. Tu sais, la gratte passe. Là, fait que... Le juge, il l'a dit. Il l'a dit, là, en anglais, c'est un RSSP, je pense. RSSP, oui. Et ça, il dit, si le contribuable l'aurait réalisé dans son REER, il n'y aurait pas eu de problème, parce que le montant est pleinement imposable au retrait. C'est ça, je suis content. Ouais, je suis bien content que tu aies trouvé de la jurisprudence. Puis il y en a plein, parce que dans le groupe, là, on le voit souvent. Là, oui, on entend parler, mais on n'a jamais entendu parler de quelqu'un. Fait qu'il faut définitivement mettre cet exemple-là. Là, puis je pense que ça répond clairement. Ouais. Puis de toute façon, avec tous les outils, je sais que c'était en anglais, mais avec tous les outils de traduction, là, c'est facile. C'est facilement comprenable, je crois. Avant, la dernière avant, c'était une dame qui avait réussi, elle, à Sherbrooke, à gagner. La distinction, c'est juste que le montant avait vraiment grossi. Je veux dire, elle avait eu, comme on va dire, le Lucky Penny, là, elle avait réussi à acheter une compagnie qui était vraiment pas chère. Puis ça avait parti en fou, puis le montant était rendu vraiment élevé. Mais c'était pas le tour. Elle l'avait gagné. La distinction, c'était vraiment la récurrence puis d'en vivre. Mais je vais la retrouver puis je vais la faire parvenir à Anthony. Je l'ai déjà mis sur le groupe Facebook des trading en réponse à quelqu'un. Je vais la retracer puis on fera une publication. Yes. Moi, ça m'amène 2 questions, cette discussion-là. La première, le gars, c'est une surprise. C'est une surprise. Il devait, quand il s'est fait auditer, puis là, ils ont dit non. Puis là, on parle quand même, il a fait 450 000, tu dis à partir de 15 000. Là, fait que la facture est intense. Ouais. Mais est-ce que ça, c'est traité par rapport aux autorités comme étant le gars, t'as de bonne foi, mais on ne l'accepte pas, ou c'est comme s'il avait fait de l'évasion fiscale, parce que c'est 2 choses différentes. Là. Pas les mêmes pénalités, j'imagine non plus. Là. Je vais utiliser mon ricochet, je dois t'admettre, je n'ai pas remarqué si le juge a mis, on appelle ça faute lourde là, dans notre... Ouais, OK. Comme que, à sa défense, c'était quand même embryonnaire. Je veux dire, on est au début du CELI. Ouais. C'est pas encore clairement mentionné. Il y a un article de loi spécifique qui vise convertir le revenu de trading
en revenu d'entreprise dans les articles de loi du CELI. Il faudrait que je valide s'il a été mis en place directement au début ou s'il est apparu par la suite. Ouais. Mais parce qu'il aurait pu jouer cette carte-là, de dire, écoutez, parce que c'est ça que tu veux de toute façon. Faire traiter de fraudeur, c'est pas la même chose du tout. Ouais, l'ignorance, là. Pour ça, c'est la meilleure défense souvent en matière d'impôts, à part pour des fiscalistes, bien entendu. Mais peut-être qu'il a joué la carte de l'ignorance, mais d'après moi, lui, c'est simplement qu'il devait considérer que c'était des investissements tout à fait corrects. C'était du long terme qu'il a fait, le gars. Oui, parce que j'imagine, c'est quand même un gros montant, là, puis il avait l'air à trader activement. S'il y avait eu des doutes ou s'il connaît la loi ou il sait que c'est une zone grise, je pense pas qu'il l'aurait fait. Là. D'après moi, il était seulement ignorant des conséquences. Là. Puis ça, cette situation-là ou cette interprétation-là, est-ce que lui, mettons, cette personne-là, est-ce que ça lui enlève complètement la possibilité? Parce que mettons que, dans le sens qu'il achète un titre, il le garde 30 ans, il le revend, revenu d'entreprise? Oui, en fait, du moins, son CELI est terminé. Je veux dire. Oui, lui, c'est OK. Comme j'ai dit, le CELI, c'est une fiducie, comme le REER. Lui, le juge, qu'est-ce qu'il a fait? Il a éliminé le statut de fiducie, en fait, à son CELI. Fait que lui, c'est terminé. Il n'a plus de CELI toute sa vie. Ouais. Puis à partir du moment, ça, je l'avais parlé dans les autres podcasts, à partir du moment que tu choisis une méthode, la méthode va rester en impôt. C'est vrai pour n'importe quel type de méthode, que ce soit first in, first out pour tes stocks, pour tes travaux en cours, tout ça. Donc, si tu te reconnais comme une entreprise particulière qui fait l'entreprise de trading, tu es flagué pour la vie. Là, je veux dire, si tu as choisi cette méthode-là, puis tu t'imposes sur cette façon-là, quand est-ce que la méthode arrête? Ça serait l'autre sujet intéressant qu'on aimerait avoir des réponses en jurisprudence. Peut-être j'ai des collègues qui ont la réponse. Là. Moi, je ne la connais pas. Parce que l'exemple le plus classique là-dedans, c'est c'est pas du trading, c'est des entrepreneurs en construction qui vendraient des immeubles. Eux, c'est du revenu d'entreprise quand ils vendent une maison. Considérant un gars qui s'est bâti un 10 logements, par exemple, qui est lourd durant 20 ans. Oui. Capital, normalement, là. C'est sûr qu'il répondra au gain capital, mais par sa fonction, c'est du revenu d'entreprise. Okay. Son travail, c'est de construire des immeubles à revenus puis les revendre. Tu comprends? Puis les gars, mettons, qui font du flip, c'est la même affaire, là, de maison. Là. Il fait du flip, mais il pourrait dire j'ai un 24 logements, moi, là, que je garde toute ma vie. Là. C'est ça, exact. C'est un prix à payer de décider de faire ça, ça veut dire aussi. Là. C'est un prix à payer, tout à fait. Sauf que le prix en vaut la chandelle parce que, en fait, les gens conceptualisent beaucoup le gain en capital de seulement 50 % qui est inclus. Je suis bien d'accord, mais l'impôt, c'est 50 % aussi sur le gain en capital. Que du revenu d'entreprise, c'est 20 %. OK, l'impôt sur le gain capital, quand c'est personnel, ça se rajoute à tes revenus, donc c'est pas loin de 50, c'est ça que tu veux dire? Bien, c'est ça. Puis si c'est pour une compagnie, mettons qu'il y a le petit taux, c'est ça reste 50 % pareil? Non, il est imposé à plein. Tu sais, mettons, je fais un gain de capital qui est du revenu d'entreprise. Ouais. J'ai un revenu de 100 000 Ouais. Lui, il va être imposé. Si c'est du revenu d'entreprise, lui, il va être imposé au taux des entreprises. C'est ça. Si j'ai moins de 5 500 heures d'employés, ça va tourner autour du 20-22 %. Ouais. C'est quand même intéressant que si c'est un gain de capital, OK, j'en ai 50 000 qui rentrent dans mon imposition seulement. Et j'ai 50,17, donc j'ai 25 000 à payer. Ça revient quasiment au même là, dans cette situation-là. Ben oui, ça. En fait, le gain en capital dans une compagnie revient plus cher. Parce que là, il faut que je me sorte des dividendes pour récupérer mon IMRTD. Fait que là, dans l'autre, ça revient plus cher. Fait que, tu sais, en réalité, c'est une bonne méthode si on fait du revenu. Oui, toujours s'il y a du revenu, évidemment. Oui. Les gens en ont peur beaucoup du revenu d'entreprise, mais en fait, c'est pas mauvais. Là. Je prends. Écoute, tout le monde connaît Marc La Liberté, en fait, dans le groupe.
Ouais. ben Marc, ça lui permet de déduire son Internet, ça lui Exact. permet de déduire des dépenses. Ouais. Il y a des années à revenus, il y a des années à perte, puis lui, dans sa déclaration de revenus personnels, il met ça comme du revenu d'entreprise, il en a déjà parlé ensemble. Puis, tu sais, c'est tout à fait correct, là. Avec que tu fais des pertes, c'est bon, ça te permet de récupérer de l'argent sur ton salaire. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement négatif. Qu'est-ce qui est très négatif? On va le faire dans son CELI, là. Ça, c'est un non-sens. C'est ça. Pourtant, il y a tellement de... En tout cas, dans le groupe des trading, on en parle tellement, je ne peux pas croire que le monde est... Mais ils ne comprennent pas, là. Je comprends, là, mais il y a beaucoup de... Le monde... Il y a beaucoup de monde à éduquer là-dessus parce que Oui. Des fois, la personne joue à l'autruche, là, parce qu'elle Ouais. ne faut pas l'entendre. Ou, C'est la part de l'impôt. On le voit souvent, ça. Moi, il y a du monde qui dit « Ah, ben je le fais, puis c'est correct, je me suis jamais fait pogner. » C'est pas parce que tu t'es pas fait prendre que c'est correct, là. C'est juste une question de temps, là. Puis j'avais souvent des discussions de même. Puis là, j'ai dit, la journée que tu vas te faire prendre, tu vas payer les pénalités plus l'intérêt, ça vaut pas la peine, là. Tu sais, on jase, mettons que le gouvernement, il dirait, OK, bon, ben tu nous dois seulement l'impôt que tu aurais dû payer. C'est quelque chose, mais là, il rajoute de l'intérêt, puis c'est fini, là. Fait que si tu as fait 100 000 mais d'après moi, tu retournes, tu redonnes le 100 000. Là. Que si tu l'avais fait legit dans ton REER ou un compte cash, un compte marge, peu importe, tu aurais payé, on va dire, 50 000 d'impôts, puis tu en restes quand même 50, là, mais je pense pas que le jeu en vaut la chandelle là, dans le CELI, là, avec toutes les pénalités. Là, tu redonnes, puis en plus, tu es flagué partout. Là, fait que, s'il vous plaît, ceux qui nous écoutent, on fait pas ça dans le CELI. On peut être un bon citoyen aussi, puis accepter qu'il faut en payer à un moment donné de l'impôt, là. Ah, ben oui, c'est quelqu'un qui va être un citoyen exemplaire. Allez-y fort dans le CELI. Ça va être 50 d'impôts et même un autre 50 avec les pénalités qu'on paye et tout. Là. Non, mais dans le sens, au lieu de faire de l'évasion, on peut être un bon citoyen et accepter. Ben, à un moment donné, il faut en payer de l'impôt. Là. ça, c'est une autre discussion, mais on vit dans quand même un... Là, ça se peut qu'on se fasse lancer des roches, là, mais généralement, on vit quand même dans un beau pays. Là, ben oui. Beaucoup de monde qui veut venir ici. On a quand même des beaux programmes. Là, on ne paye pas 50 d'impôts pour rien. Là, donc, c'est mon petit côté socialiste en moi qui parle, là, mais je veux dire, c'est normal là, de redonner. Là. Puis là, l'épisode, écoute, ça avance très bien. Parce que la question qui suivait est en lien avec le Réal CELI. Là, je vais la poser, puis après ça, on va pouvoir prendre une pause pour patienter les gens une semaine. Donc, en lien toujours avec le Réal CELI, les gens demandaient si on peut trader les crypto-monnaies et le Forex. Donc, je laisse Vincent répondre. Moi, je le sais, mais je vais te laisser répondre juste pour mettre le point là-dessus. Là. Bon, là, voyez-vous, ces questions-là, tu connais la réponse, mais comme moi, je ne suis pas un trader de crypto-monnaie, je ne suis pas un trader de Forex, je vais te laisser répondre parce que, à ma connaissance, je dirais que non, mais attends que c'est oui. Ben, tu vas pouvoir me confirmer parce que je ne suis pas fiscaliste, mais je vais m'essayer. C'est-à-dire, le Forex, c'est très rare qu'on veut le trader pour rester là. Tu sais. Parce que le Forex, c'est pas, les tendances ne durent pas longtemps. Donc, automatiquement, tu te retrouves à plus faire du in and out. Les crypto-monnaies, tu pourrais dire que tu achètes ça, puis, tu sais, moi, mon Bitcoin, je le laisse là pour toujours. Là, tu sais, je n'ai pas envie de jouer avec ça. Le crypto-monnaie, d'après moi, c'est non, parce que en fait, dans la définition du REER et du CELI, il faut que ce soit des placements admissibles. Admissibles, OK. Puis le placement admissible est défini comme étant un titre, une action qui est listée sur une des grandes bourses. OK, bon. Donc, une devise. C'est ça, tu sais, ceux qui veulent y aller avec le Bitcoin. Ceux qui veulent y aller avec le Bitcoin, là, encore là, ce n'est pas une recommandation d'achat ou de vente, là, mais il y a plusieurs produits via des ETF, via des actions qui est relié au Bitcoin. Puis ça, c'est des placements admissibles. Donc, qu'est-ce qui est le crypto, vraiment, la crypto-monnaie? Comme Vincent a dit, on n'est pas trop sûr, puis c'est peut-être pas un placement admissible, mais maintenant, il y a des sous-jacents qui répliquent 100% les mouvements de la crypto. Donc, à titre indicatif, là, au Canada, il y a BTCC. Ça reproduit exactement le mouvement du Bitcoin. Donc, si quelqu'un ne connaît pas trop en crypto-monnaie, puis
c'est trop compliqué pour lui. Quelqu'un qui veut acheter du Bitcoin dans son CELI ou REER ou personnel, on peut le faire via des actions. Puis c'est le même, ça représente le mouvement identique de la crypto-monnaie. Et puis, l'autre jour, je suis allé sur le site du gouvernement canadien. Et puis, je n'ai pas le lien direct, là, mais tapez gouvernement du Canada, transiger crypto-monnaie, puis il en parle de long en large. Donc, je ne sais pas s'il parle de placement admissible, mais bref, il en parle sur les différents gouvernements. Fait que je suis content pour deux choses aujourd'hui. C'est que d'un, je ne fais pas ça dans Montréal ni mon CELI. Ça, je suis content. Puis de deux, je suis content que Vincent était là parce que j'étais resté avec l'idée que c'est encore l'intention, parce que ça, c'est des produits. Si le produit n'est pas admissible, il n'est pas admissible. On ne peut pas trader n'importe quoi là-dedans. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Puis merci François pour le Q. Fait que si vous voulez garder de la crypto à long terme, vous prenez le BTCC puis automatiquement, vous avez accès à ce produit-là en respectant les règles. Dans le fond, il va parler en tant que négociateur, puis il connaît toutes les petits twists. Dites-vous que n'importe quel produit qu'on peut transiger, les hedge funds ou les grands auteurs de différents produits, ils vont s'arranger pour que vous puissiez le mettre dans vos REER ou CELI. OK. Et chaque produit, je vous le dis, je transige des contrats à terme, puis on parlait de Forex, exemple le dollar canadien, on peut transiger le dollar canadien via des actions. Donc, si, mettons, quelqu'un dit le Forex, on ne peut pas transiger ça dans le REER CELI, faites-vous-en pas. Il y a un ETF qui existe, puis le ETF, c'est admissible dans nos REER CELI. Donc, il y a tout le temps un moyen de... je ne veux pas dire contourner la loi, il y a tout le temps un moyen de contourner de façon légale et puis de profiter de certaines opportunités. Une alternative. C'est ça. Une alternative. Très intéressant. Juste ça, là, pour l'épisode, moi, ça fait ma journée. Alors, on va prendre une petite pause parce que pour nous, c'est une petite pause. Pour vous, vous allez attendre une semaine. Mais on va continuer. Puis, dans le prochain épisode, on va rentrer tout de suite dans les questions parce qu'on se rend compte qu'effectivement, on en a beaucoup à écouter de Vincent. Puis, ça passe très vite. On veut essayer de faire ça au moins en 3 épisodes, pas en 27 épisodes non plus. Donc, sur ça, je vais vous souhaiter une belle semaine, un bon trading. Puis, on se retrouve avec nos 2 amis et moi-même la semaine prochaine pour continuer notre aventure. Alors, bon trading.